On va faire une vidéo réaction, c'est-à-dire qu'on a chopé les meilleurs mixing tips, tous ces espèces de trucs qu'on peut trouver, les cheats, secrets, etc. sur Instagram, et on va réagir et on va expliquer pourquoi c'est potentiellement de la merde et du bullshit. Alors le premier c'est le beat mixing cheat sheet. Donc celui-là il est famous, hein, c'est le fameux qui nous dit tel élément doit être à XDB, tel élément doit être XDB, qui nous donne en fait des valeurs pics pour chacun de nos éléments comme starting point entre guillemets de notre mix. Alors autant je peux comprendre d'où vient la réflexion et pourquoi certains font ça. Alors déjà très clairement c'est destiné aux plus débutants, aux très débutants même, et c'est bien là tout le problème, c'est qu'en fait d'office ça va les induire en erreur. La première raison pour laquelle c'est du gros bullshit, c'est que une valeur pic pour un signal en rien nous donne sa sensation de volume. Si vous voulez, nous, notre oreille en tant qu'être humain ne perçoit pas du tout la valeur pic. En quelque sorte, la vitesse à laquelle on est capable de capter des pics audio, elle est lente. Donc fondamentalement, on peut avoir des pics très élevés qu'on ne va pas directement capter dans le sens en termes de ressenti de volume. Donc quand on dit tel élément doit être à XDB, tel élément doit être à XDB, etc., en fait, ça veut rien dire. Parce que très concrètement, vous pouvez avoir deux éléments, un qui pique à moins 0,1 dB, donc au max le plus haut possible, et un autre qui pique à moins 10 dB, et celui qui a moins 10 dB peut paraître sonner beaucoup plus fort. Et oui, c'est ça la vérité. Donc en réalité, dès le moment où vous avez compris ça, vous comprenez bien sûr que c'est du bullshit et que c'est même une mauvaise habitude, je dirais, sur laquelle s'appuyer. C'est-à-dire que quand on fait une balance, on regarde pas les niveaux, on s'en fout des niveaux. C'est quelque chose qui se fait 100% à l'oreille, 100%. Il n'y a aucune manière autre de le faire, si vous voulez. C'est vraiment un truc très débutant d'essayer de foutre des numéros comme ça, alors qu'on parle de son. Et si vous voulez, même si vous regardez la session de mix de quelqu'un, que vous regardez chaque élément, à quel niveau il est, et que vous répliquez ça dans votre session, vous aurez bien évidemment pas le même résultat. Et même en termes de starting point, c'est du bullshit parce que de nouveau, servez-vous de vos fucking oreilles. C'est quand même pas compliqué d'écouter un truc, d'entendre la balance, essayer de répliquer ça à l'oreille. En réalité, ça se fera 3 fois plus vite en le faisant à l'oreille que même en essayant de matcher des numéros. Donc voilà, c'est de la merde. Un gros classique, le vocal mixing cheat sheet. On nous donne une chaîne toute faite pour des voix. On parle de tuner la voix au début. Ensuite, on fait du surgical EQ. En gros, on enlève des résonances, etc. On nettoie. Ensuite, on compresse pour la tone. En gros, un compresseur qui donne une vibe qui colore. Ensuite, on DS. Ensuite, tonal EQ. Donc là, c'est ce qu'on appelle du contouring. On fait des gros moves d'EQ. On shape la tonal balance, en gros. Ensuite, compressé, mais que pour la dynamique. Cette fois-ci, transparent. Ensuite, saturation. Et ensuite, on suppresse les résonances. Alors, je vais vous dire pourquoi encore c'est du bullshit de donner des chains toutes faites et pourquoi ça peut encore induire des gens les plus débutants en erreur. Parce que peut-être que cette chaîne-là fonctionne pour un contexte, une voix, un mixage, mais si vous voulez, pour une autre voix et un autre contexte, ça pourrait être complet HS, ok? Donc, fondamentalement, on peut pas donner des chains toutes faites, en tout cas précises comme ça, parce que on est dépendant de la source. Bien évidemment, si on enregistre bien, qu'on a fait plein de choses au rec, il se peut très bien qu'au final, on ait besoin de faire 3 moves, hein, EQ, comp, desync, peu importe. Et dans d'autres cas, on va avoir besoin de faire beaucoup plus de process pour amener la voix quelque part. Et ça dépend aussi du type de production, de où on veut l'amener, de comment on veut que ça sonne. Donc, vous comprenez bien que donner des chaînes toutes faites, c'est toujours compliqué. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est des sortes de grands points. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, en premier, la voix, on la nettoie, on clean ce qui a à cleaner. En deuxième, on peut peut-être pitcher, corriger le pitch. En troisième, on va peut-être gérer la dynamique globalement. Quatrième, on va peut-être tonal shaper le truc. Mais même là, si vous voulez, on pourrait très bien intervertir le tonal shaping et la compression. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sens suivant les cas. Ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, faites gaffe avec ces chains toutes faites. Fondamentalement, si vous avez du background, de la technique, ça peut vous être un peu plus utile si vous êtes débutant. Parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses, c'est de comprendre comment gérer une voix. Sur ce type de source, il va y avoir des choses à faire et ça va dépendre de la source, du rec, de la performance, de l'environnement acoustique dans lequel vous avez enregistré, de la qualité du chanteur, à quel point il chante juste, etc., etc. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent varier et suivant tous ces facteurs, il y aura plus ou moins de choses à faire derrière. D'ailleurs, pour les plus débutants qui regarderaient cette vidéo, si vous êtes en train de vous monter un petit home studio, que vous galérez, vous savez pas quel matos choisir, vous savez pas comment setup vos enceintes, vous êtes sûrement plein d'interrogations, j'ai mis au point une formation 100% gratuite que vous pouvez télécharger et en plus de ça, en bonus, vous avez 300 fucking presets
set sérum haut de gamme. Vous allez sur stropstudio.school, vous vous inscrivez à la mailing list et vous avez tout ça en retour 100% gratuitement. Et en plus de ça, sur la mailing list, je vous balance des tricks et des tips super régulièrement que je balance que sur cette mailing list. Donc ça va vous aider au quotidien, ça va répondre à plein de vos questions. Donc voilà les gars, vous allez là, on vous fout tous les liens dans la description. Alors le classique panning, donc celui-là en fait on le voit souvent, il est vieux comme le monde. Alors autant de nouveau ça peut partir d'une bonne, on va dire, intention, autant on va dire ce qui est plus ou moins juste de dire, c'est-à-dire que souvent, comme dans le cas ici, vous voyez que vocal, kick, snare, bass sont au milieu. C'est plutôt vrai bien sûr, hein, on va centrer ces éléments-là la plupart du temps. De nouveau ça peut porter à confusion pour les plus débutants parce que quand on dit centré, qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, dans ce genre de truc, ils mettent que c'est mono. C'est centré, c'est mono. Or ça, déjà, c'est du bullshit parce qu'on peut avoir un élément méga large mais qui est centré. Ok, centré, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il provient du milieu ou des deux enceintes en même temps. Donc fondamentalement, il faut déjà pas se faire avoir là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir une voix qui est mono à un certain moment, mais méga stéréo à d'autres, mais on va avoir de toute façon la sensation qu'elle provienne du milieu, qu'elle est centrée. Donc il y a déjà ça qu'il faut un petit peu détailler. Et après tout le reste, hein, le hi-hat là, les toms-ci, les pads à droite, etc. Tout ça, c'est du bullshit. De nouveau, c'est des choix créatifs, c'est des choix qui dépendent de la production, c'est des choix qui dépendent de plein de contextes encore. Donc ce qu'il faut dire, ce qui est vrai, c'est que les éléments les plus importants, on veut plus ou moins la plupart du temps qu'ils soient un peu centrés, c'est-à-dire qu'ils viennent du centre. Donc kick, basse, snare généralement, la voix effectivement, des fois ça peut être un synthé lead aussi qui va être centré, mais après autre que ça, il n'y a pas de règle, il y a pas de, il faut être créatif en fait. Mon problème avec ce genre de truc, c'est que ça empêche les gens de réfléchir par eux-mêmes. C'est quand même pas très compliqué de s'imaginer une scène stéréo et de placer des éléments par rapport à comment ça sonne. Encore une fois, ça traduit un manque d'habilité à prendre ses propres décisions et c'est un des gros problèmes que je vois fondamentalement chez les plus débutants, c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre leurs propres décisions. Et c'est un des trucs les plus importants. À un certain niveau, même si en fait tu n'es pas un expert dans ton domaine, tu es capable de dire ok, je panne cet élément-là parce que je kiffe comment ça sonne et j'en ai rien à branler de ce que les autres disent. Ça reste de la musique, ça reste de l'art, ça reste quelque chose qui est créatif. Alors celui-là les gars, c'est mon préféré. Ça je vais vous dire, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment du bullshit. D'ailleurs ça m'énerve. Alors le fameux Master Level. Alors le premier truc qui m'énerve, c'est entre 0 dBFS et -3, c'est rouge et c'est bien écrit Too Loud Clipping. Ok, bullshit à 100%. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le digital, c'est binaire. C'est-à-dire, c'est tout ou rien. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de zone grise. Donc, quand on parle de niveau, admettons qu'on parle du niveau qui sorte sur votre convertisseur, qui est fondamentalement le niveau le plus important à checker, c'est-à-dire que c'est là où vous devez vraiment faire gaffe de pas clipper. Effectivement, ça c'est bien vrai. Donc la sortie donc qui sort et qui va dans votre convertisseur, attention, je parle pas de ce qui est en interne dans votre dos, ça c'est encore autre chose, on va y revenir juste après. Mais fondamentalement, dès le moment où vous êt en dessous de 0 dBFS, vous ne clippez pas. Le signal est 100% intact, il est 100% bon si vous voulez. Il n'y a pas de attention, c'est dangereux, c'est rouge. Non, c'est des conneries. Ok, c'est soit on est en dessous du 0 dBFS et on ne clippe pas et tout va bien, soit on est au-dessus et on clippe. Et là, effectivement, on clippe. Après, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on voit ici, il y a d'autres zones. Hein. On a la zone Ideal Range for picking, donc le range idéal pour avoir son niveau pic. Ici, il nous donne ça entre -3 et -6. De nouveau, je comprends, ça part d'une bonne attention parce qu'il s'adresse vraiment aux plus débutants. Mais encore une fois, c'est pas leur rendre service. Moi, je pars du principe qu'il faut expliquer les choses, qu'ils comprennent en détail. À partir de là, ils auront plus besoin de personne pour prendre leurs décisions. Donc, si vous voulez, le range idéal pour piquer, il y en a pas. C'est-à-dire que, idéalement, si on regarde la technique pure à 3000%, je prends un exemple, quand vous enregistrez, le niveau auquel vous enregistrez dans votre convertisseur, si on regarde techniquement de la manière la plus scientifique possible, le plus vous êtes fort, le mieux c'est. Ok, donc le plus proche vous êtes du 0 dBFS, le mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la quantification. Alors je vais essayer de pas trop rentrer deep dans les détails, ce serait pas nécessaire et trop long pour cette vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus on enregistre fort, le plus on a de résolution en amplitude pour encoder chaque sample, et le plus on diminue ce qu'on appelle le bruit de quantification. Depuis le début du digital, ça fonctionne comme ça. Ça a été amélioré par la suite. Quand vous enregistrez en 24 bits et en 16 bits,
c'est la réalité, ok? Il n'y a pas de range idéal. Si on regarde la technique pure, quand on enregistre un signal audio, quand on encode un signal audio, on veut l'encoder le plus proche du 0 dBFS. Alors, il y en a bien sûr qui vont argumenter que c'est inaudible, etc. On est d'accord, mais si on parle de théorie pure, qu'on regarde concrètement ce qui se passe, ça, c'est la réalité, c'est les faits. Maintenant, il y a le fameux moins 18 dBFS, ok, qui est partout, et ça vient du fait que si on convertit une valeur dBFS et une valeur analogique, par exemple avec le 0 VU, il est vrai que dans pas mal de cas de figure, le moins 18 dBFS est égal au 0 VU. Mais encore, ça dépend de comment on calibre nos convertisseurs, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent changer ça. Ça, c'est juste en fait une sorte de valeur que nous, êtres humains, nous avons choisi dans certains cas. Et cette info a tendance à être propagée comme ça partout. C'est vrai qu'il y a certains plugins, même pas mal de plugins, si vous lisez la doc, qui vous disent ça. C'est-à-dire qu'ils ont émulé le plugin quand ils émulent par exemple un EQ analo, de manière à ce que quand on rentre aux alentours des moins 18 dBFS dans ce plugin, ça simule le fait qu'on est plus ou moins au niveau optimal.